La question est, pourquoi pas? Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent, envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Alors, on revient à la cryptographie de la NSA. Plus sérieusement, on va voir maintenant les hash et les techniques de hachage. Introduction au hashing, en anglais, qui fait partie de la série de crypto. On finira là-dessus. Donc, on va voir quelques termes déjà qui sont associés et on continuera. Donc, avant qu'on commence, toujours le jargon, comme j'ai fait dans les précédentes vidéos. Malheureusement, c'est un mal nécessaire. Donc, le plain text, on a vu que c'est du texte en clair, c'est de la donnée avant le chiffrement ou le hashing, le hachage, pardon. Donc souvent c'est du texte, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, une photographie ou un autre fichier. L'encodage, l'encoding, c'est pas une forme de chiffrement, c'est juste une forme de représentation. Ça peut être en base 64, ça peut être en hexadécimal. Et elle peut être reconvertie immédiatement. C'est réversible. L'opération de codage peut être désencodée, je sais pas comment on dit, décryptée, déchiffrée, ça sera mieux, je pense. Ensuite, le hash. Le hash, on a vu que c'est la sortie, en fait, d'une fonction de hash. C'est la résultante après l'avoir passé à la moulinette via une fonction de hachage. Et le hachage, en anglais, on dit to hash. To hash, c'est le hachage. Ça veut dire produire une valeur de hash à partir de données. Ensuite, l'attaque brute force. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est une attaque cryptographique qui va essayer toutes les possibilités des mots de passe et des différentes clés. Ça peut être aussi des noms d'utilisateurs. Et la cryptoanalyse, donc, c'est l'analyse cryptographique des moyens, des vecteurs d'attaque sur la cryptographie. Et on va essayer de trouver des faiblesses grâce aux mathématiques. Donc, il va falloir faire beaucoup de recherches. Comme je vous ai dit, je prétends pas vous apprendre tout, et c'est bien normal, c'est à vous de faire le taf ensuite. Mais grâce au moteur de recherche, vous irez récupérer ce qu'on appelle de l'infosec, la sécurité des informations, comprendre comment ça fonctionne. OPSEC, infosec, sécurité des opérations, sécurité des informations. Donc, là, ils nous disent, en gros, le base 64, comment on peut faire ça, comment on peut s'en servir. Pardon, je vous dégage ça, excusez-moi. Et donc, lisez les mots et comprenez leur signification. Base 64, c'est quoi? C'est l'encryption, enfin c'est du chiffrement ou de l'encoding. On a dit que c'était de l'encoding. On va faire de l'encodage. Donc c'est encoding. Ensuite, euh,
on va passer aux fonctions de hash et on va voir un petit peu comment ça fonctionne concrètement. Donc, les fonctions de hachage. Maintenant, je vais vous le passer en français, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. S'il veut bien. Ouais, mon gars, tu peux le faire. Et là, il a pas envie, comme par hasard. Il a décidé de m'embêter. T'es sérieux? Une petite seconde, excusez-moi. Ok, il a décidé de m'emmerder. Bon, là c'est pas grave. On va donc continuer. Donc, les fonctions de hash donc, sont très différentes du chiffrement. Il n'y a pas de clé. Ça veut dire qu'il est impossible ou très difficile en fait de gérer la sortie à partir de l'entrée. Donc en gros, il n'y a pas de fonction réversible, grosso modo. Donc qu'est-ce que fait la fonction de hash? Elle récupère des données en entrée de n'importe quelle taille et elle crée des résumés, grosso modo. Des summaries ou ce qu'on appelle Donc, qu'est-ce qu'une fonction de hachage? Les fonctions de hachage sont assez différentes du cryptage. Il n'y a pas de clé et il est censé être impossible ou très très difficile de passer de la sortie à l'entrée. Donc, une fonction de hachage prend des données en entrée de n'importe quelle taille et crée un résumé. On dit qu'elle digère les données et la sortie est de taille fixe tout le temps. Il est difficile de prédire quelle sera la sortie pour une entrée et vice versa. Les bons algorithmes de hachage seront relativement rapides à calculer et lents à inverser, aller de la sortie à l'entrée et déterminer l'entrée, pardon. Donc un tout petit changement dans les données d'entrée, même un seul bit, devrait entraîner un changement important dans la sortie. La sortie d'une fonction de hachage est normalement constituée d'octets bruts, qui sont ensuite codés. Les encodages courants pour cela sont la base 64 ou l'hexadécimal. Les décoder ne vous donnera rien d'utile. Pourquoi devrais-je m'en soucier alors? Vous allez me dire. En fait, le hachage est très souvent utilisé dans la cybersécurité. Lorsque vous êtes connecté par exemple à TryHackMe, cela est utilisé pour vérifier votre mot de passe. Lorsque vous êtes connecté à votre ordinateur, cela est également utilisé le hachage pour vérifier votre mot de passe. Vous interagissez directement avec le hachage plus que vous ne pensez, principalement dans le contexte des mots de passe. Qu'est-ce qu'une collision de hachage? Une collision, en fait, ça se produit quand deux entrées différentes donnent la même sortie. Les fonctions de hachage sont conçues pour éviter cela du mieux qu'elles peuvent. En particulier pour concevoir, on peut créer intentionnellement, en fait, une collision. Et en effet, en créant une collision, on va affaiblir mathématiquement, en fait, les fonctions de hachage et pouvoir les pirater, les hacker. En raison de l'effet de casier, les collisions ne sont pas évitables. L'effet de casier, fondamentalement, ça veut dire qu'il existe un nombre défini de valeurs de sortie, différents pour la fonction de hachage. Mais vous pouvez lui donner n'importe quelle taille d'entrée. Comme il y a plus d'entrées que de sorties, certaines des entrées doivent donner la même sortie. Si vous avez 128 pigeons et 96 casiers, un exemple, certains des pigeons vont devoir se les partager.
MD5 et SHA-1 ont été attaqués et on a rendu techniquement possible le fait qu'ils soient plus sécurisés en raison de collisions de hachage qui ont été créées de toutes pièces via l'ingénierie. Cependant, aucune attaque n'a encore donné lieu à une collision dans les deux algorithmes en même temps. Donc, si vous utilisez le hachage MD5 et le hachage SHA-1 pour comparer, vous verrez qu'ils sont différents. L'exemple de collision MD5 est disponible sur le site que je vous mettrai en description et les détails sur la collision du protocole SHA-1 de crypto, je vous le mettrai, c'est sur le site Shattered.io. Pour cette raison, vous ne devez faire confiance à aucun algorithme, le hachage des mots de passe ou des données. Donc, c'est un jeu dangereux. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il nous demande en fait? Il nous demande quelle est la sortie, la taille de sortie, en bytes d'une fonction de hash MD5. Donc, le MD5, ça fait quoi? C'est un processus de cryptographie qui prend un message d'une longueur variable et il va la transformer en longueur fixe. Et le MD5, on peut vérifier, c'est du 128 bits. 128 bits BIT, donc c'est égal à 16 bytes. 128 bits, c'est égal à 16 bytes. Bon. 128 bits, 16 bytes. AES, un bloc fixe de 128 bits, ça veut dire qu'il chiffre et déchiffre les données par des chunks, des morceaux de 16 bits à la fois. Donc ça, c'est pour l'AES, mais pas de problème, on va prendre le MD5. MD5, 128 bits. Voilà. Donc, c'est bien ça. En effet, c'est une empreinte qui comporte 128 bits. Donc, allez voir un petit peu le MD5. Comment ça se passe, grosso modo? Donc, je disais 16 bits, pardon. Est-ce qu'on peut éviter les collisions au niveau du hash? Bah non, on peut même les provoquer pour casser les hashes. Donc non, c'est pas possible. Des fois, dans certains cas, il y a le principe de collision. Et la collision, c'est à éviter au maximum. Pourquoi? Parce que ça affaiblit les moyens cryptographiques. Par analogie, on a aussi des collisions au niveau du réseau. Le réseau, si jamais les paquets, entre guillemets, se croisent et s'interceptent ou se rencontrent, s'entrechoquent, on parle de collision réseau. Et la collision réseau, ça peut créer des perturbations au niveau de votre réseau. Ça peut même faire craquer tout un segment ou un sous-segment d'un réseau d'entreprise. On va éviter les collisions et donc il y a des systèmes de contrôle pour empêcher la collision au niveau des paquets réseau, au niveau du réseau. Donc ça, c'est pareil, une analogie. Mais quand on parle de collision, que ça soit en crypto, que ça soit en réseau, c'est dès que vous pensez à collision, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous êtes en voiture, vous allez éviter des collisions. Vous le souhaitez. Sinon, j'espère que vous avez un bon airbag. Donc, on continue. Si vous avez donc 8 bits en sortie, combien il y a de possibilités? Alors, c'est peut-être pas facile à savoir, mais en fait, c'est 2 puissance 8. Je sais pas comment je peux le mettre, le puissance 8. Je sais pas comment il va me le prendre. Est-ce qu'ils nous le disent quelque part? Est-ce qu'ils nous le disent? Voilà, puissance de 2. Donc, si on divise par 8, ça fera 2 puissance 8. Et franchement, je sais même pas comment le faire au clavier. Je le fais tout le temps à la calculatrice de puissance 8.
qu'on peut l'avoir? Voilà, 256. Donc c'est pas 2 puissance 8, c'est normal que ça marche pas. Je suis un petit peu con. 256. 256 possible hash à partir d'une sortie en 8 bits. Donc vous voyez que si on travaille en 128 bits, ça en fait hein, des possibilités. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire du hashing concrètement. Donc, pour faire des fonctions de hachage, ça a deux buts en fait en cybersécurité. Déjà, ça permet de vérifier l'intégrité au niveau des données et ça permet de vérifier les mots de passe. Donc déjà, hacher, faire du hachage sur les mots de passe pour les vérifier. La plupart des applications web, en fait, quand vous connectez, elles ont besoin de vérifier l'utilisateur et son mot de passe. Donc on sauvegarde en fait hein, en base de données ces mots de passe en texte clair. Mais ça, si on le faisait, bah forcément, ça serait une mauvaise idée. C'est pour ça que suite à de nombreuses data breach, database leaked, des leaks, des intrusions au niveau des bases de données de certaines entreprises, on a décidé qu'on arrêtait naturellement de stocker en texte clair les mots de passe. Donc que ça soit et puis on voit, comme je vous disais aussi, que la plupart des utilisateurs en fait utilisent le même mot de passe, que ça soit sur leur banque ou d'autres sites. Donc si jamais il y a des brèches de données, on récupère tous les mots de passe clairs et bien sûr, après, bah, ça donne la fameuse liste dont je vous parlais, Rock, qui est basée uniquement sur des leaks de bases de données et on en a fait un dictionnaire et on s'en sert tous les jours en fait. Hein. Donc comme je vous disais, c'était RockYou, qui était une société qui créait en fait des widgets pour MySpace. Donc les widgets, c'est des sortes de plugins. Et ils avaient été très intelligents, ils avaient sauvegardé tous les mots de passe en texte clair. Et bien sûr, quand la compagnie s'est fait pirater, les hackers ont récupéré tous les textes, tous les mots de passe, pardon, et ils les ont mis sur Pastebin. Pastebin, c'est un site où bah, vous pouvez récupérer énormément de choses, et parfois il y a des leaks anonymes, puisque tout est anonyme, et vous pouvez aussi vous faire des penses-bêtes. C'est super utile, c'est très utilisé en entreprise, et on peut faire même de la reconnaissance via cet outil. Pourquoi? Parce que on a par exemple bah, des outils qui vont permettre euh, de récupérer les données en fait de l'OSINT et il y a beaucoup de développeurs en fait qui donnent du code source ou qui donnent des mots de passe comme ça et ça permet de comment dire communiquer 65 PA43. Et donc le gars là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va enregistrer son pastebin, il va faire un new paste, create new paste, et là en fait, des fois il oublie de mettre un mot de passe ou bah il le met en public. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, untitled, je suis en invité, mais voilà, voilà. Va y avoir des codes qu'on va pouvoir récupérer pour aller attaquer des cibles. Des fois, bah, vous avez des textes, ça parle de tout et de rien. Ça peut parler d'informatique, comme ça peut parler totalement d'autres choses. Donc, Adobe aussi s'est fait pirater, mais c'était légèrement différent. Là, les mots de passe étaient chiffrés, mais le hash en fait et le système de chiffrement qu'ils utilisaient n'était pas sûr. Du coup, il a été assez facile de récupérer en texte clair. Là, il y a un excellent article qui montre comment Adobe, donc il y a une grosse boîte américaine, hein, Adobe, qui ont fait beaucoup de merde d'ailleurs, comme Real Player, Flash Player, Adobe Player, tout ça. Et LinkedIn qui s'est fait péter aussi, qui utilisait du SHA-1, donc franchement un algorithme de merde en 2020. Et c'était le cas aussi il y a 10 ans, puisque avec un GPU, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment je vais utiliser ma carte graphique. On va utiliser Windows parce que je veux le maximum de performance. On va pas tourner sous Linux, pas dans la VM, parce que comme je vous disais, vous pouvez tout à fait craquer des mots de passe avec une VM, mais tout l'intérêt, ça sera plutôt soit d'utiliser Linux euh, en dual boot avec toute la puissance de votre ordinateur, qui n'est pas une sous-couche Windows et un hyperviseur VM qui va vous faire perdre de la perte. Et c'est pareil, c'est dur à configurer. Le plus simple, c'est d'utiliser Windows ou de se faire un dual boot. Mais la VM, c'est pas très conseillé
Je vous ai montré mes dernières vidéos parce que c'était des mots de passe, je savais que c'était des algorithmes plutôt faibles et qu'on allait récupérer rapidement les mots de passe. Mais si c'est un gros chiffrement, eh ben c'est sûr qu'il vaut mieux utiliser la carte graphique qui, je vous le dis, est quasiment 100 fois plus rapide que votre processeur. Même si vous avez un très bon processeur. Moi j'ai un 12 cœurs, eh ben ma carte graphique qui est une 2060, elle est quand même carrément 100 fois plus puissante que le processeur. Parce que on fait du travail parallèle, donc on va faire plein de tâches, alors que le CPU c'est un pipeline unique, et donc on va devoir mettre des séries d'instructions les unes après les autres, pardon, tac 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 tac, alors que un GPU on va pouvoir faire plein de tâches parallèles en fait. Donc voilà un peu le principe. Je tchatche, mais bah, c'est pour vous expliquer les bases et voir que bah, malheureusement dans la nature il y a beaucoup de sociétés qui se font attaquer comme ça. Donc, c'est là que rentre en ligne de compte, en fait, le hachage. Plutôt que sauvegarder le mot de passe, eh ben, on va sauvegarder le hash du mot de passe. Ça veut dire que, déjà, on n'a pas besoin de sauvegarder l'utilisateur, le mot de passe utilisateur. Ça prend moins de place, parce que le hash prend moins de place, parce que, qu'est-ce qu'on a vu? Que le hash a une longueur fixe. Le mot de passe de l'utilisateur a une longueur variable. Et en plus, si votre base de données se fait pirater et qu'un attaqueur essaye de craquer les mots de passe, là, à l'inverse, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver le mot de passe. Donc, on voit que ça met des bâtons dans les roues et ça sécurise un tant soit un peu tout ça. Il y a juste un problème avec ça, en fait. C'est-à-dire, si il y a deux utilisateurs qui utilisent le même mot de passe, et ça peut arriver, plus votre base de données est conséquente, plus votre site a de l'influence, et vous avez de nombreux utilisateurs, plus il y a de probabilités que, eh ben, des utilisateurs aient le même mot de passe. Et dans ce cas-là, on va rentrer dans le principe de collision. Pourquoi? Parce qu'on aura deux hash qui auront chacun deux hash différents qui auront la même valeur. Et là, on part dans la position. Donc la fonction de hash, elle va essayer tout le temps d'avoir la même entrée pour avoir la même sortie. Et ça va sauvegarder ça en fait au niveau du hachage des passwords. C'est comme une liste pour chaque utilisateur. Ça veut dire que si quelqu'un craque le hash et qu'il arrive à pénétrer plus que dans un compte, eh ben il va pouvoir créer à partir de ces tables en fait, eh ben ce qu'on appelle une rainbow table. C'est une table arc-en-ciel. C'est une technique de craquage, de pour casser en fait le hachage. Et donc bah c'est le problème, c'est que avec la collision, on peut justement créer des rainbow tables. Et les rainbow tables, on s'en servait pour pirater les Windows il y a quelques années, et on pouvait facilement pirater et contourner les systèmes de hackers en fait, grâce à cette faiblesse mathématique algorithmique. Et en créant volontairement des collisions pour pouvoir trouver des solutions et récupérer les mots de passe en fait. Donc une rainbow table, c'est quoi? Eh ben en fait, c'est une table qui va, donc une table, pareil, hein, c'est une base de données en fait, hein. C'est une partie de la base de données qui va se focaliser sur quoi? Bah, sur une table DH qui contient eh ben, tous les mots de passe en clair. Et on peut rapidement trouver en fait le mot de passe qui est associé à l'utilisateur juste à partir du hash. Donc la Rainbow Table en fait, elle prend beaucoup de place sur le disque dur. Ça prend des gigas et des gigas et des gigas. Mais l'avantage, c'est que vous allez gagner un temps fou pour attaquer, en fait. Ça va vous faire gagner un temps maximal. Donc, plus la table Rainbow Table sera conséquente, plus vous pourrez faire des comparaisons et trouver facilement, en fait, les passwords associés à l'utilisateur. Donc là, voilà une sorte de Rainbow Table. Je vous parlais du site CrackStation qui utilise une liste de Rainbow Table qui est juste hallucinante, qui permet de craquer facilement les mots de passe à partir de leur hash sans les salts. Donc les salts, on verra plus tard ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais on va voir concrètement comment ça fonctionne. Donc en gros, regarder dans cette liste de hash est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide,
que d'essayer de craquer le hash en soi. On va faire des comparaisons. Donc, comment on peut se protéger des rainbow tables, en fait? Pour se protéger des rainbow tables, eh ben, on a ajouté ce qu'on appelle le salt. Salt, en anglais, c'est du sel. Salt in bank. Du salt dans la banque. Donc, salt, c'est quoi? Eh ben, c'est généré aléatoirement, c'est de l'aléatoire, qui est sauvegardé dans la base de données pour chaque utilisateur. Pour chaque utilisateur, on a quoi? On a un salt associé et on va hacher à partir du salt et ça va nous permettre en théorie en fait d'utiliser le même salt pour tous les utilisateurs, mais ça veut dire aussi que les mots de passe qui sont dupliqués vont avoir malheureusement toujours le même hash et dans une rainbow table, eh ben elle pourra toujours être utilisée et créée avec cette forme de salt. Donc pour contrer tout ça, bah, le salt il est ajouté en fait au début et à la fin du mot de passe avant qu'il soit haché. C'est pour ça que dans les exercices qu'on a fait, vous voyez tout le temps parfois, je sais pas, hein, root 0.0, le mot de passe du root c'est admin, et après vous voyez point 0. Et ben en fait là, tout ça là, c'est des salts en fait. C'est comme des marqueurs en fait, et qui vont venir complexifier la fonction de hachage. Et on peut utiliser des fonctions de hachage comme bcrypt ou SHA-512 script. On a vu que sous Linux, on utilisait très souvent SHA-512, qui vont gérer en fait le processus de façon automatique. Et en plus, les salts, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de les garder privés. On peut même les échanger, puisque là, ce qu'on dit, on va les utiliser pour tous les utilisateurs. Donc, on va essayer de craquer le hash suivant en utilisant le rainbow table. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je comparais via ma table arc-en-ciel. Et si je compare direct, il me la trouve, ça veut dire basketball. Vous voyez que on fait juste de la comparaison, on part pas dans la fonction inverse du hash qui prendrait énormément de temps. J'ai une table, hash, password, et ben, hop, je fais de la comparaison. Et on voit que c'est ultra simple. Faire juste avec mon navigateur web. Et là, la table est assez courte, hein, encore heureux, mais on voit que, eh ben, on peut facilement trouver ça. Là, il n'y est pas. Comment on peut faire? On va se la passer sur notre fameux site CrackStation et on va voir. Lui, il a une très grande table Rainbow et ça va aller très vite. Hop, hop. Ah merde. Non, merde. Cheminée. Pourquoi copier l'adresse? C'est pas une adresse. Putain, il est con, quoi. D'accord. Il a décidé de m'emmerder. Pourquoi je peux pas faire un copier-coller? J'ai pas compris. Quelque chose me dépasse. Bah, c'est pas grave, je vais prendre là, je m'emmerde. Là, il le trouve pas. Intéressant. Donc là, il nous dit, bah écoute, c'est rouge. Moi, je vais pas trouvé à partir de ce hash. Donc, comment on peut faire ça? Eh ben, on va utiliser un autre site. Je vous ai montré CrackStation. On va aller sur un autre site que je connais qui s'appelle hashes.net. J'espère qu'il existe encore. Ouais, .com. Non, plus. Ouais, ça doit être ça. Donc il l'a trouvé et ça correspond à quoi? Bah, try me. Donc
voyez que vous pouvez déjà, avant de faire chauffer des merguez sur votre carte graphique ou votre CPU, commencer à utiliser des sites. Je vous conseille H. Je vais me le rajouter d'ailleurs. Hop, dans mon petit onglet. Et c'est vachement utile. Et je vais me rajouter aussi Crackstack, crypto. Yes. Donc, est-ce qu'on doit chiffrer des mots de passe? Ça, on l'a vu dans la précédente vidéo. Et non, 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 on ne fait jamais ça. Pourquoi on ne fait jamais ça? Puisqu'on utilise des fonctions de hachage. Et les fonctions de hachage, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin que les mots de passe ne soient pas chiffrés, qu'ils soient en clair. C'est le hash ensuite qui est chiffré. Mais jamais on ne chiffre les mots de passe. Puisqu'on va comparer via la fonction de hachage le mot de passe. Et le mot de passe en entrée, il faut qu'il soit brut. Brut, ça veut dire ce que ça veut dire. Dès que vous le modifiez, il est plus brut. Donc c'est pas bon. Donc ça fait foirer la fonction de hachage. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais chiffrer ces mots de passe. Vous allez chiffrer un endroit de votre disque dur avec les mots de passe, mais les mots de passe, ils resteront en clair, plain text. Ok, maintenant, on va essayer de reconnaître un petit peu les hash de password, en fait. Ils ont une certaine forme, et il y a des outils de reconnaissance automatisés de hash. On peut en trouver un, en fait. Donc c'est un petit programme petit, et c'est HID. Et ça, il remplace H-Identifier. Donc ça, moi, je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos. Et maintenant, on va voir HID. Donc HID, je suis désolé, il va falloir que, malheureusement, je lance ma machine. Je pensais l'avoir là. Quoique j'ai du Python, mais ça me saoule. Non, je vais quand même lancer la machine. Donc, si on regarde, en attendant que ça charge, qu'est-ce que fait HID? HID remplace H-Identifier. Et c'est quoi? C'est un outil qui est écrit en Python 3 et qui va supporter l'identification de plus de 220 types de hash qui sont uniques en utilisant les regex. On va voir. Donc il y a différents outils de reconnaissance, mais ils sont pas fiables pour de nombreux formats. Pour les hashages en fait qui ont un préfixe, les outils sont fiables. Utilisez une combinaison saine de contexte et d'outils. Si vous avez trouvé le hachage dans une base de données d'applications web, il est plus probable qu'il s'agisse de MD5 que de NTLM, par exemple. Les outils de reconnaissance de hachage automatisé mélangent souvent ces types de hachage, ce qui souligne l'importance d'apprendre par soi-même, en fait. NTLM, on sait qu'on va attaquer un système, une base SAM Windows. Si je suis sur du MD5, ouais, en effet, c'est peut-être une base d'une application web. Ça viendra avec le temps, toujours. Les hachages de mots de passe de style Unix sont très faciles à reconnaître, car ils ont un préfixe. Le préfixe vous indique que l'algorithme de hachage utilisé pour générer le hachage. Pardon. Donc le format est standard avec $, round, $, salt et hash. C'est ce qu'on a là. Format, round, salt, hash. Donc les mots de passe Windows sont hachés à l'aide de NTLM, comme je vous le disais, qui est une variante en fait de MD4. Ils sont visuellement identiques au hachage MD4 et MD5. Il est donc très important d'utiliser le contexte pour déterminer le type de hachage. Sous Linux, par exemple, les hachages de mots de passe sont stockés dans ETC Shadow, vous le savez maintenant, et ce fichier n'est normalement lisible que par le root, l'administrateur. Ils étaient auparavant stockés dans ETC Password et ils étaient lisibles pour tout le monde. Mais bien sûr, ça comportait des failles. Donc Linux s'est amélioré au niveau de la sécurité, comme Windows d'ailleurs. Sur Windows, les hachages de mots de passe sont stockés dans la base SAM, S-A-M. Windows essaye d'empêcher les utilisateurs normaux de pouvoir faire un dump sur la base SAM, mais des outils Mimikatz existent. On verra comment l'utiliser pour pirater une base chiffrée SAM de Windows et récupérer tous les comptes admin ou pas
sur un Windows 10, un Windows 7, un Windows 8, ce que vous voulez. Tout ce qui est NT. Surtout les hachages qui s'y trouvent, en fait, sont divisés en hachage NT et hachage LM. C'est pour ça qu'on parle de NT LM. Voici un tableau rapide, en fait, des préfixes de mots de passe de style Unix que vous verrez le plus. Donc on a notre préfixe, on a notre algorithme. Quand vous voyez $1, c'est du MD5 crypt, c'est utilisé dans beaucoup de routeurs Cisco, du matériel Cisco, et dans les anciens systèmes d'exploitation Unix et Linux. À l'inverse, ensuite, pardon, quand vous voyez du $2, $2A, $2B, $X, $2Y, on sait que c'est la plupart des applications web qui utilisent la fonction de hachage bcrypt. Bcrypt. Et du $6, très souvent vous allez le voir sur votre Linux, c'est le hachage, le système, les tables qui sont utilisées, l'algorithme, pardon, le plus courant sur les systèmes Unix modernes. Et par défaut, on utilise donc le SHA-512 crypt. Donc un bon endroit en fait, pour trouver des exemples pour H4, bah, c'est sur la page de H4. Et là, vous aurez à peu près tous les modes. Donc on va pouvoir demander un mode précis, voir le nom du hash, et ensuite un exemple. Et vous voyez que en fonction du hachage, de la fonction de hachage qui est utilisée, de l'algorithme, eh ben, la taille est différente. Par contre, ce que je vous ai dit est toujours vrai. C'est-à-dire que peu importe on en fait le nom d'utilisateur ou de mot de passe qui va être variable, en sortie, le hash sera toujours de taille fixe. Donc si vous avez utilisé du hashmac SHA-1 avec un keysalt, eh ben ça sera tout le temps ce nombre de caractères. Et ça ne changera jamais. C'est pour ça qu'on a des longueurs qui varient entre les différentes fonctions de hachage, mais par contre, dans une même fonction de hachage, en sortie, ça sera tout le temps la même taille. Et on voit que ça varie. Il y en a qui sont très très longues, il y en a qui combinent les noms d'utilisateurs, les salts, et des chiffres, des nombres, des lettres, et il y en a d'autres, c'est beaucoup plus simple. Du Whirlpool, et vous voyez qu'il y a un paquet de fonctions de hachage. Et pour différents types, eh ben, on va utiliser différents autres types de fonctions de hachage. Donc ça c'est important, il y a des hashes spécifiques, et voilà, là, par exemple si on veut attaquer du MySQL, on sait que ça sera cette fonction de hachage. Et le résultat, on voit qu'il est super long. Donc ça peut être un bon exemple. Certains sont trop utilisés. La MySQL 2000, ça fait déjà 20 ans. Donc il faudra jouer sur ces paramètres quand vous voudrez utiliser notamment H4 pour pirater Advanced Password Recovery. C'est un euphémisme, c'est un outil pour pirater, pour hacker, pour craquer. Mais vous pouvez en effet utiliser cet outil comme un moyen de récupérer un moyen avancé de récupérer vos mots de passe. On va voir comment utiliser H4 tout à l'heure, tranquillement. Donc, ça c'était un peu le blabla. Et il nous demande combien il y a de rounds, en fait, dans le SHA-512 script $6. SHA-512. Ouais, c'est ça. C'est 5000. SHA-512 script 0 when. Ok. En effet, $6 et les rounds, c'est 5000. Bon, on va faire simple. Je vous mettrai en description, en fait, l'explication au niveau des rounds, en fait. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de rounds, en fait, c'est au niveau de la boucle de l'algorithme, en fait. Quand on crée l'algorithme de chiffrement, on utilise un certain nombre de rounds
Et pour le SHA-512, au niveau de son hash, on utilise dans la boucle de programmation, eh ben, 5000, le nombre 5000. Mais on peut aussi spécifier à la main, manuellement, en fait, le nombre de rounds via une option qui s'appelle l'argument salt. Donc, dans notre programmation, mais pour l'instant, on n'a pas encore attaqué la programmation, donc ça sert à rien de vous parler de ça, mais en gros, on peut lui dire, si SHA-512 utilise 5000, eh ben, lui, là, on peut lui dire, bah, tu sais quoi, tu vas m'utiliser, genre salt, 10 000. Et là, il va utiliser, ou 100 000, il va utiliser 100 000 rounds. Et rounds, je sais même pas comment on le traduit en français dans ce sens-là. Mais on verra ça plus tard, en termes de programmation, d'algorithmie, purement, pur et dur. Donc en fait, le truc, c'est quoi? $6, c'est on a 5000 rounds. Donc, je sais même pas comment il le traduirait. Attends. De mans? Ouais, 5000 mans. Ouais, je pense qu'il y a un terme plus approprié en français, mais je l'ai plus en tête. Donc, dans cet exemple de H4, du site, euh, Netscaler, on va voir. Donc, sur le site de H4, quel est l'exemple pour du Citrix Netscaler? Donc là, on va faire la recherche. On va voir un petit peu Netscaler. Et là, bah, c'est le résultat qui est là. Et donc, en gros, combien quelle est la longueur en fait du NTLM en fait? Eh ben, bah, il suffit de calculer. Hop, hop, hop. NTLM. Donc ouais, je sais pas quelle version il veut aussi. NTLM tout court, j'espère, je suppose. Il parle du 1. Ouais. Donc voilà. Hop, je veux pas compter, je vais pas me prendre la tête. Passer sous mon Linux. Hop, ça le temps. Ok. Sudo echo. Et bien sûr, il faut qu'il m'emmerde. Et tu vas mettre tout ça dans test. Et on va utiliser notre ami VC pour lister le nombre. Il y en a 33. Je pars de B4 et j'arrive à 2B. Ouais. Donc, 33 ou 32. Ouais, je crois que c'est 32 en fait. Pas pourquoi il m'en a compté 33, mais c'est 32. Autant pour moi. Ensuite, on va passer au cracking via la carte graphique. Donc là, ça va chauffer. Je vais couper le micro, je pense, parce que je vais devoir activer mes ventilateurs parce que ça va chauffer, un truc de fou. Mais on va voir déjà toute la partie appliquée. Je vais vous expliquer grosso modo comment on craque des mots de passe avec cette petite carte 3D quoi, qui peut rendre des services. Et sert pas qu'à jouer à des jeux vidéo. Donc, nous avons déjà mentionné en fait les tables arc-en-ciel, les fameux Rainbow Tables, comme méthode pour casser des hachages qui n'ont pas de salt, le fameux sel. Mais que se passe-t-il s'il y a un salt qui est impliqué? Vous ne pouvez pas décrypter en effet les hachages de mots de passe, comme on l'a vu précédemment. Ils ne sont pas chiffrés. Vous devez casser les hachages en hachant un grand nombre d'entrées différentes. On va utiliser par exemple roq.txt, ma fameuse wordlist, en ajoutant potentiellement le salt, hein, s'il y en a un, pardon, et en le comparant au hachage de notre cible. Une fois qu'il correspond, vous savez quel était pardon, le mot de passe, et je vous disais, des outils comme Hashcat ou John the Reaper sont normalement utilisés pour cela. Mais pourquoi utiliser le GPU?
eh ben, les cartes graphiques, comme je vous le disais, ont des milliers de cœurs, contrairement au processeur. Bien qu'ils ne puissent pas faire le même genre de travail qu'un processeur, ils maîtrisent très bien certaines fonctions mathématiques impliquées dans les fonctions de hachage. Cela signifie que vous pouvez utiliser une carte graphique pour déchiffrer la plupart des types de hachage le plus rapidement possible, et bien plus rapidement qu'un processeur. Certains algorithmes de hachage, notamment Bcrypt, sont conçus pour que le hachage sur un GPU soit à peu près à la même vitesse que le hachage sur un CPU, ce qui les aide à résister au craquage. Mais si on parle un peu des cracking sur les VM, bah, je vous ai dit c'est pas le bon plan. Il convient de mentionner que le virtuel, les machines virtuelles n'ont normalement pas accès aux cartes graphiques de l'hôte. Vous pouvez configurer cela, mais ça représente beaucoup de travail. Si vous souhaitez exécuter H4, il est préférable de l'exécuter, comme je vous le disais, sur votre hôte, le Windows, ou installer un Linux en natif, en dual boot. Donc on va le lancer à partir de PowerShell, je pense, et on va voir un petit peu comment on peut l'utiliser. Donc si vraiment vous voulez faire fonctionner H4 avec OpenCL, c'est une librairie qui va vous permettre d'utiliser la carte graphique de façon virtualisée dans votre VM, votre machine virtualisée. Mais comme je vous le disais, les vitesses seront probablement bien pires que celles de craquer les résultats sur le CPU de l'hôte. Donc, grosso modo, on en revient, c'est le chien, pardon, qui se mord la queue, quoi. Vous allez vouloir utiliser la carte 3D, mais finalement, on doit le faire en natif sur votre CPU. Donc, ça sert à rien. Oubliez, tout ce qui est virtualisé vraiment pour casser des mots de passe, c'est pas cool. Et on va utiliser là en natif mon Windows 10. Donc John l'Éventreur utilise le processeur par défaut. En tant que tel, il fonctionne bien dans une machine virtuelle, prête à l'emploi, bien que vous puissiez obtenir naturellement des vitesses bien meilleures en l'exécutant sur le système d'exploitation de l'hôte, car il n'y aura plus de RAID et aucune surcharge liée à l'exécution d'une machine virtuelle. Et ne jamais, je répète, ne jamais utiliser le tiret force avec H4. En effet, ça peut engendrer et conduire à de faux positifs, de mauvais faux de passe, de mauvais mots de passe, pardon, qui vous sont donnés, ou des faux négatifs. Les faux négatifs, eh ben, on va sauter le hachage correct. Donc, on va introduire des erreurs de calcul et ça va fausser tous nos résultats. Donc, ils nous disent que, bah, heureusement, ça a été mis à jour avec le Kali 2020.2. H4 6.0 fonctionnera sur le processeur sans le tirer force. Je recommande toujours de craquer sur votre système d'exploitation haute si vous avez un GPU, car ce sera beaucoup plus rapide. Il est temps d'aller craquer. Ils vont nous fournir les hashs et on va les craquer nous-mêmes. Et puis on va voir, soit on utilise H4, je pense que c'est ce qu'on va faire, soit on utilise John the Ripper. N'oubliez pas les restrictions sur les tables arc-en-ciel qui sont en ligne. On peut essayer. Et n'hésitez pas à utiliser la wordlist, donc notre dictionnaire RockU, où des outils en ligne devraient suffire pour trouver tout cela. Donc là, grosso modo, j'ai deux possibilités. Soit on peut utiliser des sites en ligne, mais je pense que c'est plus fun de voir comment on peut configurer H4 sous Windows et aller pirater la bébête. Vous le désactivez tout le temps. Pourquoi? Parce que ça peut être une faille de sécurité et on peut utiliser bien sûr le répertoire pour naturellement rebondir, en fait, servir de passerelle et que il faudrait pas qu'il y ait un virus dans Kali Linux qui vienne attaquer votre Windows. Donc je vous conseille d'utiliser du NAT et jamais du bridge ou du host only, mais il sera pas connecté à Internet. Et d'utiliser cette fonction et après automatiquement de la désactiver. Ne la laissez jamais constamment activée. Vous voyez, là j'ai un répertoire qui va me permettre de transférer certains dossiers, notamment tous mes livres. Quand je veux ouvrir des PDF, j'ai peur qu'ils soient infectés. Qu'est-ce que je fais? Je passe ma VM, je la mets en host only, je sais qu'elle est déconnectée d'internet, je lis le bouquin que je veux, je réactive le NAT quand j'ai fini. Et je désactive ça quand j'ai fini. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, écoute Coco,
Tu vas me faire un nouveau pass. Le nom, ça sera H4. Ok. Et je lui demande quoi? Eh ben, d'aller taper dans mon desktop H4. Et comme ça, on va se récupérer tranquillement le fichier. Sinon, je pourrais utiliser aussi une clé USB. Ça serait peut-être plus simple. Bon, ouais, on va faire ça comme ça. Pardon. H4, H4. Ok. Donc là, en théorie, il est activé. On va voir maintenant si on y accède. Ok, on va essayer de m'emmerder. Alors, on va aller sur Media, je crois, LS. Non, c'est CD-ROM. On va aller dans Mount, c'est la commande, les lecteurs réseau, le partage réseau, et il s'appelle chez moi GHFS, LS, et j'ai H4, en effet. Donc là, ce que je peux faire, je vais faire CD H4. Ok, je vais faire un PWD. J'ai mon chemin, et maintenant, je vais aller récupérer mon fichier Rockio. Oula, j'ai ouvert trop de fenêtres. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais passer dans cette fenêtre, je vais faire un ls. Ok, donc là, je suis bien dans H4. Là, je vais faire un CD home satin word list. Ok, donc là, je vais zoomer. Si je fais mon ls, ça dit quoi? J'ai mon Rockio. Et là, je vais demander de copier le fichier Rockio.txt et je veux le copier vers quoi? Vers MNT H4, qui est mon Windows en fait. Ok, on va me copier Rockio vers ça. Ok, maintenant, ls, j'ai mon Rockio qui est bien là. Ok, donc je vous ai dit réflexe, vous en avez besoin, faites-le vraiment, prenez cette habitude. Vous retournez là-dedans, dans VMware, Settings, Option, et là on va sur Share, et là on lui dit Disable. Allez, au revoir, merci. On n'a plus de blanc. Donc là, ça c'est fait. On va réduire ça. Quoi, même que je peux partir parce que maintenant je vais utiliser la 4 watts. Je vais shut down la machine. Ça sert à rien. Ça pompe de la ressource pour rien. On va retourner sur notre PowerShell et on va commencer à lui faire un petit peu la mort. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la commande H4. Je veux quoi? Eh ben, on va lui donner le code qu'on a vu. On a vu que c'était le fameux 3200. Se faire, je fais un "-m", si vous voyez. Donc là, on a tous les codes. Je suis un peu bête, j'ai oublié. Mais vous voyez que vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site. Vous avez tous les modes de hash. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut le 3200. Et il est quelque part par là. Est-ce que je peux faire un grep? Comment ça? Ah oui, c'est h4.exe. Et en plus, c'est en PowerShell, donc c'est comme ça, je crois. Non, bah c'est là-bas. Anti-swap, alors autant pour moi. Et là, il veut pas grab. Je sais plus comment on récupère la console en PowerShell, tout simplement. Mais grosso modo, faites-moi confiance, on avait vu que c'était le 3200. Et donc, notre argument, c'est j'y reviens, donc vous voyez, vous avez un paquet de trucs. Voilà, htype. Donc on va faire h4-m 3200. On va lui demander, ah oui, il faut que j'enregistre la valeur, c'est un peu bête aussi. Donc ça, c'est notre valeur de H, on est d'accord? Je vais l'appeler H1. Je vais faire un nouveau fichier texte. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, c'est pas grave. On va utiliser Notepad. Ok, faire un nouveau. Ok.
je veux l'enregistrer sous... je vais l'appeler new, ouais, new.txt, c'est bien. On va aller sur le bureau, on va aller sur H4. Voilà. Donc là, on devrait avoir un new.txt. C'est ce qu'on va se servir. Donc, c'est parti. H4. On a dit quoi? On a dit -M 3200. Je peux booster la puissance d'utilisation de ma carte 3D, mais déjà, on va voir par défaut. À mon avis, il va la trouver très facilement. Donc, new.txt, on est d'accord. Et je veux quoi? Rockview.txt. Et c'est parti. Ok. Ça a été vite, hein. Donc, on voit, back, c'est là. 85, 20, 85, 20, visiblement. J'ai envie de dire. Donc, on va le tester. Je vais le mettre là, si vous me permettez. Et on va se le taper. Donc, on a craqué le H. Et la valeur du H, c'est quoi? C'est 85, 20, 85. Voilà. Maintenant, on va craquer celui-là. Donc, on recommence l'opération. Je vais dans mon H Analyzer. Vu que j'ai plus Linux, je n'ai pas le HID, on va pas se prendre la tête, on va utiliser cet outil-là. Là, il nous dit Coco, c'est du chat 256. Réflexe, chat 256. Est-ce que je le trouve rapidement? Le truc, c'est pas par ordre... Si, chat 256. Ouais, mais il y en a plusieurs. Autant aller sur le site. C'est mieux fait. Chat 256 classique. Ok, parce qu'il y en a plusieurs en fait. À mon avis, on n'a pas plus de détails en plus là-dessus. Bon. Et là, il nous donne plus de détails. 256, 64 bits, hexadécimal. Bon, on va tester. On va tester un par un, c'est pas très grave. Il faut être patient, hein. Quand vous faites du cracking, il faut être patient. Donc on va essayer le classique déjà, je vais essayer 1400. Ok. Je vais prendre mon H, pardon. Je retourne là-dedans. Je change quoi? Je change mon new txt. Vas-y, je le vire. Je mets la nouvelle valeur. Je l'enregistre. Et là, on a dit 1400. Halloween. Donc vous voyez la puissance de ma carte graphique. Ça peut prendre, si vous avez une carte graphique qui a 3, 4, 5 ans, ça peut prendre 1 ou 2 minutes, je vous rassure. C'est que les dernières RTX sont très très puissantes pour ce genre de cassage, de mot de passe, de hachage. Pardon. Donc chez vous, ça peut prendre plus de temps, ça sera normal, ne vous inquiétez pas. Donc Halloween, on a dit. Donc vous voyez, j'espère que vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Maintenant, celui-là, c'est quoi? Alors, ça, c'est du not found. C'est intéressant, ça, not found. Je n'arrive pas à l'identifier. J'ai oublié quelque chose. Donc, c'est du $6. $6, on a vu qu'il y a de fortes chances que ça soit, on a vu, système Unix moderne. Des systèmes Unix modernes dit SHA-512 crypt. Alors, on a plusieurs.
On a du trip $6, à mon avis, c'est du 1800. Donc 1800, je récupère mon truc, copier, je retourne dans mon dossier, je le remodifie. Ok, CTRL S, voir. Et là, on va faire du 1800. Hop, c'est parti. Donc il vous dit bien, là, vous voyez, que à 90 degrés, il s'arrête, hein. C'est la carte, elle commence à fondre. Donc d'où l'importance, je vous disais, refroidissez bien votre matos. Et il me le trouve sans problème, Space. Et l'importance d'avoir un bon PC, quoi. Surtout un putain de GPU. Et minimum pour casser des mots de passe, bah, je vous conseille une RTX 2060. C'est la carte du pauvre, mais elle commence déjà à faire le taf. Après, si vous avez l'argent, en moyenne gamme, je vous conseille la prochaine 3060 Ti qui va sortir. Et pareil, ça casse bien. Après, les AMD aussi, hein, sont très très bonnes. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez prendre une AMD Vega 56 déjà, qui est très très ancienne, mais qui coûte vraiment pas cher. Je sais pas combien ça vaut maintenant dans le commerce. Mais pour moi, côté AMD, côté Nvidia, c'est le minimum en fait pour faire du brute forcing. Sinon, bah, laisse tomber, vous allez mettre un temps hein, de fou quoi. Ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et là, on peut la toucher. Putain, il se touche, c'est le cas de le dire. Ouais, vous pouvez la toucher pour largement moins cher. Là, c'est abusé. Je sais que sur Amazon, vous pouvez en trouver pour 200 euros, 180 euros. Ben, là, c'est discount, c'est de la merde. Mais voilà ce que je conseille. Minimum chez Nvidia, on sera sur la RTX 2060. Et si vous voulez craquer sur bah, de l'AMD, minimum, je vous conseille une AMD 480. Le mieux, c'est quand même 580. Ce qu'on appelle les Vega, en fait. Il y a deux Vega, il y a la Vega 56 et la plus chère, c'est la 580 et c'est une Vega 64. Après, vous pouvez prendre les toutes dernières, hein, mais là, ça va vous coûter un bras, c'est-à-dire que ça sera comment c'est les combien? C'est les 7700? 7700, je crois. J'ai oublié parce que moi, je suis tout le temps chez Nvidia. Mais ils sont sortis de très très bonnes cartes. Les cartes qu'il y a d'ailleurs dans les PlayStation 5 et les Xbox Series, les toutes dernières. Donc les toutes dernières, c'est des 6800 et 6900 XT. Donc là, laisse tomber. Pour casser des mots de passe, il n'y a rien de mieux. C'est même mieux que les Nvidia. Donc je m'arrête là, c'est du blabla, mais voilà, c'était un peu pour meubler. En plus, il se fait tard, je commence à fatiguer. On va terminer là. Mais j'espère que bah, ce petit module vous aura plu sur toutes les techniques de cryptologie, comprendre un peu la théorie et puis voir comment on peut attaquer toutes les fonctions, que ça soit du hash ou que ça soit bah, du mot de passe, et craquer tous les algorithmes un peu qui sont très utilisés au quotidien. Donc celui-là, j'arrive pas à le trouver, je suis désolé. J'arrive pas à trouver en fait le bon algorithme. Donc on va forcer notre ami et on va voir s'il nous le trouve. Et ouais, sans problème, lui il le trouve. Mais donc c'était quoi? Attends, c'est dommage qu'ils nous disent pas ce que c'est en fait. Putain, c'était du MD5 pourtant. Et bah là, H4 l'a pas trouvé. Donc voilà, on va conclure. Je pense qu'il reste encore une dernière section. Fun for you. Ouais, c'était fun. C'est marrant d'utiliser sa carte graphique pour pirater des mots de passe. Enfin des hacks, les casser. Donc, gérer l'intégrité et la vérifier. La fonction de hachage peut être utilisée pour en fait vérifier qu'un fichier n'a pas été modifié. Si vous mettez les mêmes données à l'entrée, bah, faut que ça soit les mêmes sorties, les mêmes données en sortie. Et c'est le cas quand on télécharge un fichier sur Internet, on ne veut pas qu'il soit corrompu.
Donc même le moindre changement de bit, au bit près, eh ben, la fonction de hash, le résultat du hash, une fois qu'on aura exécuté la fonction, sera différent. Ça veut dire que, en gros, on peut vérifier si un fichier n'a pas été modifié et s'assurer qu'on a bien téléchargé et qu'il n'y a pas de problème d'intégrité ou de corruption. Donc, on peut aussi utiliser la fonction de hachage pour trouver des fichiers qui sont en doublon. En effet, à partir du hash, on va savoir qu'à plusieurs endroits du disque dur, on a, par exemple, deux photos qui sont la même, ou deux fichiers texte qui sont les mêmes. Peu importe l'extension, d'ailleurs, du fichier. Donc, pour ce faire, on utilise HMAC. HMAC, c'est une méthode en cryptographie, une fonction également de hashing, de hachage, pardon, qui permet de vérifier l'authenticité et l'intégrité des données. Quand le VPN TryAcme utilise HMAC 512 pour vérifier l'authentification des messages, on peut le voir en effet quand on se connecte. Donc HMAC peut être utilisé pour assurer qu'une personne qui a créé le HMAC est bien celle qu'elle prétend être au niveau de son authenticité et que le message n'a pas été tempéré, modifié, corrompu, vérification de l'intégrité des données. Et on va utiliser notre clé secret avec l'algorithme de hachage pour faire en sorte de produire le hash et de s'assurer de tout ça. Donc, quel est le SHA-1, la somme de SHA-1 du 2019-4 ? On va aller voir. Et je vous dis, un excellent outil que je vous conseille de télécharger, c'est sous Windows, propriété, vous installez Hashtab. Hashtab est gratuit, vous allez sur Impelbits Software et il vous sort tous les hashages directement. Vous rentrez ce que vous a dit le site web et si ça correspond, il vous le dit. Si ça correspond pas, c'est qu'il y a un problème. Je l'avais même pas vu, excusez-moi. Donc, si on prend le 2014 et qu'on part que c'est d'une version 64 bits, je pense que c'est celle-ci. Et on voit, les hashes, une fois qu'ils ont été hachés par la fonction de hachage de tous les fichiers. Donc vous allez comparer, et si c'est pas le même, ça veut dire que le fichier que vous avez téléchargé a été modifié, on a pu ajouter des virus, ou il est endommagé. Malheureusement, même via le TCP, votre communication internet, il y a eu des pertes de paquets, et le fichier est corrompu. Et donc il faudra le retélécharger, en toute logique. Donc voilà. Et quel mode pour H4 quand on utilise de la Mac 512, je crois que c'est 1700 quelque chose, 1750 je crois, 25, 1725 je crois. « 1750. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé, pardon. Maintenant, vous savez casser tous ces algos et ces systèmes de protection, de chiffrement, de cryptographie. Et amusez-vous à utiliser votre carte graphique avec les ventilos à fond. Je répète, avec les ventilateurs à fond. Faites-moi péter tout ça et essayez de casser je vous mettrai tout dans la description. Essayez-moi de casser tout ça, comme on a fait. Je vous mettrai tout dans la vidéo. En description, regardez en bas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.